Donc je suis avec la fille de Nicolas Joly. Bonjour. Virginie. Bonjour Virginie, Soline, de la route des vins bio. Donc merci de prendre le temps de m'écouter. Enfin, je vais vous écouter. Donc parlez-nous un petit peu du domaine familial. Alors nous, c'est un domaine qui a été acheté par mes grands-parents, complètement par hasard, parce qu'ils cherchaient une maison à la campagne et les vignes étaient à vendre avec. Ce qui paraît aujourd'hui un peu improbable parce qu'un monopole d'appellation vendu comme n'importe quelle autre parcelle, aujourd'hui ce serait plus du tout possible. Et puis ma grand-mère qui était donc travaillait pas, s'est trouvée vigneronne par obligation puisqu'il y avait des vignes, donc il fallait bien faire quelque chose. Et elle avait quel âge? À l'époque elle avait une quarantaine d'années. D'accord, oui. Et puis ça a commencé comme ça. Mon père a rejoint en 1976. Et puis il a commencé comme tout le monde, c'est-à-dire démarché par les chambres d'agriculture, les représentants de produits phyto. Et il a commencé à utiliser les premiers désherbants quand il est arrivé. Ça n'existait pas avant parce que c'était une mode agricole à l'ancienne. Donc il y avait un cheval qui faisait les labours, bouillie bordelaise, soufre et ça s'arrêtait là. Probablement bouillie en quantité assez importante comme on faisait à l'époque, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas du tout de produits phyto comme on peut les voir aujourd'hui. Et donc pendant 1 an et demi, on a eu ça au domaine et mon père s'est rendu compte que voilà, les sols changeaient de couleur, il y avait beaucoup moins de vie d'insectes, moins de gibier. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et parallèlement à ça, quelqu'un lui a offert un bouquin qui parlait de la biodynamie. Non, même pas. C'était même pas un bouquin de Rudolf Steiner, mais ça traitait de ça. Et puis il a dit c'est fabuleux, je vais essayer. Il pensait être dans son coin tout seul, il ne savait pas du tout que c'était déjà existant et pratiqué. Et donc en 80, il a fait la conversion du domaine sur 1 hectare, un essai, et puis en 81 tout le domaine, et en 84 on était certifié. Puis il a commencé à rencontrer à gauche, à droite des collègues, des Jean-Pierre Frick en Alsace, des Stefano Bellotti en Italie, des gens qui y étaient déjà, qui connaissaient la pratique en viticulture. Et voilà, on a commencé tout petit comme ça. Et moi j'ai rejoint en 2002. En 2002, d'accord. Et vous avez quoi comme formation? J'ai tout marché dans les pas de votre père tout sauf une formation viticole ou vinicole. J'ai fait des langues, j'ai fait de la musique, de l'art et puis médecine alternative. Je suis naturopathe. D'accord, super. Et puis voilà. À un moment donné, la vie vous a ramené, c'est la vigne qui est venue me chercher. Et donc bon, le fait d'avoir fait plein de choses, ça apporte. Enfant, on va dans les vignes. Voilà. Après, dans le quotidien, c'est sûr que je crois que je suis à la cave depuis l'âge de 6 ans. Les derniers pressoirs qu'il fallait vider à 22h, etc. Comme quoi, on peut aimer le vin sans le boire. Ah oui, vraiment. Et puis moi, j'ai mis du temps à boire du vin. Je ne buvais pas de vin avant l'âge de 20 ans. Ouais. J'aimais pas, vraiment j'aimais pas. Donc c'est qu'après que je me suis même aux États-Unis, vous ne pourriez même pas boire. Voilà, en plus. Mais non, et puis doucement, on apprend le métier. Le métier en tant que tel n'est pas très difficile finalement, surtout quand on fait des blancs secs comme chez nous. Et puis peu à peu, la main à la pâte. On va voir chez les collègues comment font les autres, parce qu'il n'y a pas une biodynamie, il y a à peu près autant de biodynamie que de vignerons qui la pratiquent. Donc c'est aussi intéressant de voir les expériences des autres. Ouais. Moi, je vais interviewer des vignerons dans les vignobles et je me rends compte que chaque vigneron a sa philosophie et c'est ça qui est beau. Et ce que j'ai envie de retranscrire dans ce blog-là, c'est l'histoire de chacun et comment il a envie de travailler son terroir. Parce qu'on ne peut pas mettre une recette de traitement d'un terroir, d'un sol, sur un terroir qui n'est pas le même. Exactement. Et rien que la première observation que votre père a fait sur le sol, quand il a vu les produits phytosanitaires, moins de gibier ou moins de certains animaux, déjà si on observe son petit terroir, son vignoble, et quelqu'un m'a dit pour passer en bio, déjà il faut bien connaître sa vigne. Il faut bien connaître son vignoble. Il faut être c'est certain, il faut être vigneron et dans ses vignes et pas gérant d'entreprise quelque part. On ne peut pas le faire à distance. Oui, voilà, il y a 2 métiers. Donc c'est important d'être là et d'observer effectivement la biodynamie. Voilà, il y a des règles entre guillemets de base, des traitements de base.
mais à chacun de l'adapter en fonction de son terroir, de ses vignes, de ses cépages, de la climatologie. C'est spirituel pour vous? Oui, il y a une part de spirituel. Est-ce qu'on peut vivre biodynamie? Enfin, il y a le traitement de la vigne, mais est-ce que dans votre quotidien, vous adaptez certaines choses Alors, chez moi, c'est sans doute un peu extrême parce que je suis née dans un domaine qui était en biodynamie. Donc quelque part, je ne connais que ça. Je serais incapable de doser un produit phyto parce que je ne sais pas le faire, je ne l'ai jamais appris. Et puis effectivement, moi, au quotidien, c'est une philosophie qui s'applique à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire tout est en biodynamie, les cosmétiques, les produits d'entretien. Vous faites aussi à la maison des choses Oui. Okay. Tout fait partie, c'est un ensemble. Une philosophie comme ça, vous ne pouvez pas juste l'appliquer à vos vignes et puis à côté de ça, aller faire des courses de surgelés dans les grandes chaînes et puis juste avoir un micro-ondes. Moi, c'est pas ma vision. Et c'est intéressant que les gens qui s'intéressent à la biodynamie comprennent que c'est une philosophie, plutôt qu'un outil marketing pour vendre du vin. Alors, ce que je me dis, moi, c'est que quand c'est utilisé comme outil marketing, c'est toujours ça de prix pour les sommes. C'est toujours ça de positif. Probablement que dans quelques années, quand un autre truc sera à la mode, les gens ils passeront à autre chose. Mais ceux qui y vont par conviction personnelle et qui l'intègrent à leur quotidien, voilà, c'est gagné pour toujours. Mais c'est évident. Je trouve qu'il y a quelque chose de très contradictoire de ne pas appliquer ce qu'on applique à son domaine chez soi. Et vous, quelle est votre plus grande fierté dans ce travail-là? Quelle est votre plus grande récompense? Ou je sais pas, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? La plus grande récompense, ou la fierté, je pense, c'est de voir le vignoble tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on a en plus un lieu qui est particulièrement joli, mais une espèce d'équilibre global. Quand on arrive, on se sent bien, c'est une bulle, un petit havre de paix, il y a les vignes, il y a des prairies qui pourraient être plantées en vigne, mais volontairement on ne plante pas, pour apporter un équilibre à la monoculture, qui est la viticulture. Il y a des arbres, il y a des animaux de partout, quelquefois un peu de trop, il y a des chevreuils de partout, on se dit c'est un problème quand même, et en même temps c'est un tellement bel animal que un peu de mal à aller faire des battues pour les chasser. Voilà, c'est le côté havre de paix, harmonique, qui est la plus belle récompense. Alors après, en plus, vous ouvrez une bouteille, on goûte, ça plaît aux gens. Et le partage. Voilà, ça c'est évidemment très très important aussi, mais dans l'équilibre de la terre, là, c'est ce qui me parle le plus. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas en bio, pas en biodynamie, qui se pose des questions pour l'encourager Alors, c'est un choix et un chemin très personnel, selon les possibilités de chacun, parce que c'est sûr que moi j'hérite d'un domaine où tout est installé, tout est fait, tout est prêt, qui a 35 ans de biodynamie. C'est facile pour moi. Ouais. Quelqu'un qui démarre, qui doit acheter un domaine, qui se retrouve avec des millésimes comme là, qui sont compliqués, etc. C'est pas toujours facile de faire ce choix-là. Il faut se faire la main. Il faut essayer sur un demi-hectare, un hectare. Apprivoiser le sujet, maîtriser, etc. Après, il y a plein de gens qui travaillent dans des exploitations qui sont plus importantes. Voilà, il y a des actionnaires et les actionnaires tout simplement en fin d'année ils veulent leur chèque et point barre et la conviction du chef de culture ou du l'œnologue qui aimerait partir sur un mode de culture bio ou biodynamique et qui sait que potentiellement sur les 3-4 années de conversion les rendements ne seront pas les mêmes, vont baisser, donc les chiffres vont baisser et il faut faire un choix. Il n'est pas toujours maître de tout, donc parfois il faut... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on fait ce choix de l'agriculture biodynamie, c'est pas forcément le chiffre d'affaires qui prime, mais la nature. Voilà. Alors après, on est dans une société où on s'en fout.
de la nature. Voilà, on s'en fout. Et puis il faut que les banques suivent. Et voilà, s'il y a des business plans où les chiffres d'affaires vont baisser pendant un temps, ça leur plaît pas, etc. Après, la question du rendement, elle peut s'équilibrer aussi. Mais c'est vrai que globalement, quand on part sur une philosophie de quelque chose de plus qualitatif, quand même, il faut avoir des rendements bas. Ou assez bas. Ouais. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt. Pas encore tout à fait là. Mais en même temps, c'est comme un être humain, la vie. Donc, on se dit, bah oui, si on lui met, si on la dope ou si on lui met des produits, ben oui, elle va être performante. Mais après, on va abîmer tout le corps. Et donc là, pour la vigne, ben, on abîme tout son cycle, en fait. Voilà, c'est un cycle. Et puis, effectivement, on la shoot. Donc, ça veut dire qu'il faut arracher au bout de 15 ans. Donc, il faut replanter. Pas grave, il y a des subventions européennes pour ça. C'est un engrenage aussi une autre vision des choses, du métier et du business. Mais c'est vraiment des choix et des démarches traversées. Ça doit d'abord partir de soi-même et d'un choix de vie de partir d'un côté. Ouais, vraiment. Okay. Et puis, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose non, partager avec des gens qui s'interrogent? J'ai envie de dire aujourd'hui, au-delà du problème écologique, je pense que de plus en plus, les gens s'interrogent sur ce qu'ils consomment. Il ne faut pas se leurrer, dans le vin, les concentrations de produits qui ne sont pas du vin sont quand même de plus en plus conséquentes, importantes. Ça devient un sujet, les résidus de pesticides aujourd'hui, au-delà des dommages que ça peut faire écologiquement, à mon avis, on va sur un problème de santé publique. Donc, il faut quand même s'interroger sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut boire ou manger, parce que c'est important. Ouais. Et quand aujourd'hui, on voit des vins qui sont analysés avec des taux de pesticides à l'intérieur, qui dépassent toute catégorie, c'est-à-dire que personne n'analyse jamais les vins parce que ça coûte très cher, mais les taux dépassent les taux légaux autorisés. Déjà, on a le droit dans le vin à avoir un taux de pesticides qui est 10 000 fois supérieur à celui que l'eau potable. Alors, on ne boit pas du vin comme on boit de l'eau potable, certes. Quand c'est au-dessus de ça, il faut vraiment s'interroger. Donc le bio, c'est le minimum, quoi. Le bio, c'est le minimum. Et avec l'Europe, le fait d'avoir un label bio européen, je sais que ça pose problème parce que c'est un peu plus laxiste, c'est ce que j'ai appris. Oui, ça pose problème parce que nous, individuellement, on est juste microscopique, on ne pèse pas sur la balance européenne. Par contre, l'industrie du vin, entre guillemets, elle a une force de frappe beaucoup plus importante et le lobbying sur le siège européen est quand même évident. Donc voilà, il suffit qu'il y ait quelques personnes qui soient bien placées dans l'industrie du vin, qui disent nous on aimerait faire des cuvées en bio, mais on veut quand même être sûr d'avoir les rendements qu'il faut. Là, on baisse les normes et puis. Moi j'ai lu, ils autorisent même des OGM, un certain pourcentage de OGM. Ce qu'on avait. Et donc c'est pour ça que quand on va dans des labels, la renaissance des appellations, c'est pas un label, c'est pas labellisé. Mais quand on a des vignerons qui travaillent comme ça, on sait qu'on a une volonté d'agir différemment que ce que les labels autorisés. Oui, voilà, sur des labels type Déméter ou Biodivin, on est quand même sûr que il y a certaines pratiques de base qui sont quand même respectées, c'est contrôlé. Mais le label AB, très sincèrement, c'est vraiment le minimum du minimum. Et ça, tout le monde n'est pas au courant. Non. Mais j'ai là pour le dire. mais le pire de tout, c'est que même par exemple sur Déméter, il y a un Déméter par pays, globalement. Chaque pays a ses propres critères. C'est-à-dire que Déméter France est relativement sévère sur les cahiers des charges.
parce qu'on est nombreux à avoir travaillé dessus et voilà, à avoir mis des clauses quand même de contrôle. Voilà. Demeter Allemagne autorise le levurage aromatique dans les vins et une levure aromatique est forcément OGM. Ah, ça, je savais pas. Donc malheureusement, même sur un label en biodynamie, selon les pays, le côté strict du cahier des charges varie. D'accord. Oh là là, il y a trop de choses à savoir. Il y a énormément de choses à savoir. Ouais. C'est que petit à petit, si on veut boire du bon vin. il faut y aller. Alors d'abord, faut aussi faire confiance à son propre jugement. Il y a quand même un côté plaisir dans la dégustation de vin. Donc, il faut en goûter certainement beaucoup. Ça, après, il faut aller sur le coup. Ça, on est d'accord. Il faut aller sur ce qui fait vibrer, sur ce qui fait plaisir, ce qui crée une émotion. Exactement. Et globalement, quand tu es à l'écoute de toi et que tu goûtes un truc qui te donne une émotion, il faut quand même être relativement sûr que le travail derrière. Ça m'arrive là, j'ai écouté des choses, presque on a envie de pleurer, enfin, il y a une émotion qui monte, on se dit bon, il y a des gens autour de nous, on va se calmer, mais... Et puis après, alors c'est sur ces chronophages, mais voilà, faut aller voir les vignerons, il faut aller déguster sur place, il faut faire des échanges. Je suis là pour ça. La route des vins blancs, on y va, partez avec moi, on va aller voir ces vignerons en or. Je pense que c'est ce qu'il y a de... Alors, c'est un autre type de vacances, voilà. Voilà, une route des vins bio, exactement, et des rencontres avec les gens, avec les vins. Parce qu'aussi, quand on a rencontré le vigneron ou les gens qui font le vin, voilà, on a une histoire. Oui. Puis quand on va ouvrir sa bouteille avec ses amis, on va dire j'ai rencontré la personne qui a fait, je sais combien, quel a été le procédé, je sais où sont les vignes, je me souviens là, la petite parcelle, ce vin-là il est pour cette parcelle-là. Il y a une histoire derrière. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est quand j'ouvre une bouteille, d'avoir une histoire à raconter. Et c'est vrai que c'est plus sympa quand on peut aller sur place. Bien sûr. Mais il y a tellement de vignobles après. Oui. Il y a l'étranger en plus après. Ouais. Oh, on va commencer par la France. Là, on commence par la France. Bon, alors on va venir vous voir